la babysitter avait été embauchée pour s'occuper d'un enfant en état végétatif. Un après-midi, alors que le domaine était totalement désert, Allison Reed se retrouva devant un immense portail en fer rouillé. Elle serra si fort la sangle de son sac que ses jointures blanchirent, chaque battement de sa gorge faisant écho au battement frénétique de son cœur, comme s'il aspirait à bondir hors de sa poitrine. Une voix grave et grésillante s'éleva de l'interphone près du portail. « Mademoiselle Allison Reed. » Elle déglutit difficilement. « Oui, c'est moi », parvint-elle à dire, sa voix trahissant un léger tremblement. Lentement, le portail s'ouvrit en grinçant, ses gonds antiques émettant un cri métallique plaintif qui témoignait d'années sans lubrification. En franchissant l'entrée béante, une étrange lourdeur envahit la poitrine d'Allison, comme si elle pénétrait en territoire interdit. L'homme qui l'accueillit était grand, maigre et méticuleusement vêtu d'un costume sombre démodé. Ses cheveux argentés étaient lissés en arrière, mais sa bouche ne s'étirait jamais en un sourire, derrière des lunettes austères à monture métallique, son regard était aussi vif et froid que de la glace pilée. « Je suis Marc, le majordome de cette maison », entonna-t-il d'une voix monocorde et impassible, presque englouti par l'immensité de la cour. « Ils ont été informés de votre arrivée. Suivez-moi. » Il s'arrêta devant une console en bois poli. « Avez-vous les papiers nécessaires ?»« Tout », répondit Allison en lui passant le contrat temporaire de 3 mois qu'elle serrait dans ses mains tremblantes. Marc parcourut les documents d'un regard rapide et dénué de passion. « Ils ne veulent pas de questions. On attend de vous que vous fassiez simplement votre travail, vous occuper du jeune maître Henry. Ne pas errer. Ne pas entrer dans des pièces fermées à clé. Pas d'appel, pas de visite. » Allison hocha la tête, le cœur battant, tandis qu'elle avalait la boule de malaise qui grandissait dans sa gorge. À l'intérieur, le hall d'entrée était une cathédrale de silence, ses pas résonnaient sur le sol de marbre, et au-dessus de sa tête, un lustre en cristal scintillait d'une froide austérité. L'air sentait le bois ancien et les huiles essentielles, la lavande se mêlait à quelque chose de plus piquant, presque médicinal. Du couloir obscur, une petite femme ronde émergea, ses cheveux argentés coiffés d'un châle aux couleurs vives. Elle tenait un torchon à la main, sa voix rauque comme une lame sur du métal. « Vous êtes la nouvelle infirmière ?» Allison parvint à hocher légèrement la tête. « Oui. Je suis Allison Reed. Je m'appelle Dorothy, appelez-moi la nounou. Je m'occupe d'Henry depuis sa naissance. Maintenant, il n'est, eh bien, plus qu'un corps étendu là. » Elle se détourna, l'amertume gravée sur chaque trait de son visage. La voix de Monsieur Marc résonna dans le couloir. « Le jeune maître est dans la chambre ouest au 2e étage. Mademoiselle Allison dormira dans la chambre de service attenante. J'ai préparé le planning des permanences et le tableau des médicaments. Tout doit être ponctuel. Signalez toute anomalie à moi ou à la nounou. » Une cage froide et invisible se referma autour de la cage thoracique d'Allison alors qu'elle montait le grand escalier. La chambre d'Henry était vaste et sombre, les hautes fenêtres voilées de lourds rideaux qui laissaient filtrer la lumière du jour dans une obscurité profonde. Au centre de la pièce, sur un grand lit de bois, reposait le garçon, immobile comme une pierre sculptée. Ses yeux étaient ouverts, fixés au plafond, son corps décharné, pâle et teinté de bleu. Seul le léger soulèvement rythmé de sa poitrine trahissait une infime étincelle de vie en lui. Allison s'approcha du lit et murmura « Bonjour, Henry. Je m'appelle Allison. Je vais prendre soin de toi maintenant. J'espère que ma compagnie ne te dérangera pas. » Il n'y eut aucune réponse. Elle se souvint des paroles de Marc, il est dans cet état depuis sa chute dans l'escalier, il y a 3 mois. Ses parents sont en voyage d'affaires en Asie. Une colère sourde la submergea, comment pouvait-il l'abandonner maintenant? Cette première nuit, Allison s'endormit. Le matelas lui semblait étranger, le tic-tac incessant de l'horloge la rongeait, et pendant tout ce temps, elle se sentait observée. Doucement, elle se leva et jeta un coup d'œil par la porte de la chambre d'Henry. Il gisait immobile, mais cette fois, ses yeux vides semblaient suivre chacun de ses mouvements. « Tu m'entends, Henry » murmura-t-elle en s'approchant. Un silence étrange s'abattit. Dans ce silence, elle aurait juré qu'un fin voile de brume flottait entre eux. Le lendemain matin, dans le silence glacial de la cuisine, Allison était assise en face de Dorothy, occupée à éplucher des pommes pour le petit déjeuner d'Henry. « Madame Dorothy » s'exclama Allison, « j'avais l'impression qu'Henry savait que j'étais là hier soir. » Ses yeux n'étaient pas vides. Dorothy leva les yeux, fronçant les sourcils. « Il n'est plus qu'une coquille vide, une machine qui se maintient en vie. Ne cause pas d'ennui.
tu es la troisième infirmière en autant de mois. Mieux vaut en tenir à la routine. Plus tard dans la journée, un homme en costume gris apparut dans le couloir, une mallette à la main. Mademoiselle Allison, la salua-t-il avec un sourire poli, dénué de chaleur. Je suis le docteur Thomas, je suis ici pour le contrôle d'Henri. Tout au long de la visite, il n'a pas fait la conversation. Il a pris l'attention d'Henri, surveillé le respirateur et pris des notes dans un carnet de cuir usé. Des mouvements inhabituels, a-t-il demandé. Allison hésita. Non, mais parfois, j'ai l'impression qu'il sait que je suis là. Le docteur Thomas marqua une pause, l'observant d'un regard froid. La fatigue peut jouer des tours à l'esprit. D'autres infirmières ont-elles déjà eu des visions similaires? Il n'en dit pas plus, rangea ses affaires et disparut avec un bref « à bientôt au prochain rendez-vous ». Ce soir-là, Allison consacra ses pensées à un journal. Premier jour, cette maison ne ressemble à aucun autre endroit où j'ai travaillé. Henri n'est pas un patient ordinaire, quelque chose est piégé en lui. Dehors, le vent soufflait à travers un cadre de fenêtre mal fixé, et Allison se surprit à fredonner la berceuse de sa mère. Soudain, un léger clic retentit dans la chambre d'Henri. Le cœur battant, elle se précipita vers la porte. Il était allongé là, les yeux ouverts, mais cette fois, ses pupilles s'étaient déplacées. Il la regardait. Allison se figea, le souffle coupé. Elle se pencha et posa doucement une main sur la sienne. « Si tu m'entends, bouge même le plus petit objet, murmura-t-elle. 10 secondes passèrent. 20. Rien. Elle retira sa main et ferma la porte de ses doigts tremblants. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Les jours suivants se sont transformés en routine de médicaments et de soins, mais la tension ne s'est jamais apaisée, les faibles bruits nocturnes, les ombres se faufilant derrière les encadrements de portes et toujours, ses yeux fixes. Puis, un mercredi soir, le manoir s'obscurcit. Allison ajustait une ligne d'alimentation lorsque les lumières s'éteignirent. L'obscurité l'engloutit. Elle jura dans sa barbe, récupéra son téléphone et alluma la lampe torche. Le faisceau étroit balaya le lit et elle halta. Les lèvres d'Henri remuèrent. Elle leva la lumière plus haut, le cœur battant la chamade. Ses yeux restèrent grands ouverts, fixés sur elle. Dans ce silence chargé, Allison réalisa qu'elle n'était plus seule. Ses lèvres bougeaient clairement en pas des spasmes musculaires, mais un véritable mouvement. « Que dis-tu » murmura-t-elle en se penchant si près que son oreille faillit effleurer sa bouche. Au sous-sol, Allison recula, son regard parcourant la pièce faiblement éclairée comme si elle craignait des observateurs invisibles. Puis, sans prévenir, les lumières se rallumèrent, l'aveuglant. Elle faillit crier. Monsieur Marc apparut sur le seuil, comme s'il était resté là depuis le début. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la suspicion perçante dans sa voix. Le garçon. Henri vient de murmurer quelque chose. Je suis sûr de l'avoir entendu, dit rapidement Allison. Tu délires. Le jeune maître ne peut pas parler, son cerveau ne montre aucune activité au niveau du centre du langage, répondit Marc, le regard froid et scrutateur. Non, je sais exactement ce que j'ai entendu, a-t-elle insisté. Marc resta silencieux un instant, puis reprit la parole lentement. Souhaitez-vous être renvoyé immédiatement pour avoir porté des accusations sans fondement, mademoiselle Allison? Dorothy apparut derrière lui, les bras croisés. Ça commence à ressembler aux deux derniers, faibles d'esprit, ricana-t-elle. Allison ouvrit la bouche pour protester, mais se mordit la lèvre, ravalant sa colère. Elle se détourna, mais elle enregistra chaque mot dans sa tête. Le lendemain matin, Allison tressaillit en entrant dans la chambre d'Henri. Une caméra de surveillance haut de gamme était installée dans un coin, son objectif braqué sur le lit et sur elle. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura-t-elle. Monsieur Marc resta silencieux derrière elle un moment avant d'expliquer, après la panne de courant, la famille a demandé un renforcement de la sécurité. Cette caméra enregistrera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chacun de vos faits et gestes est surveillé. Un ordre d'Isabelle. Personne n'a pensé à me demander, rétorqua Allison. Tu es une employée, pas un membre de la famille. Il se retourna et s'éloigna sans un mot. Allison fixa la lumière rouge clignotante. Elle se serra plus fort contre le lit d'Henri. Ils ont peur que tu dises quelque chose, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Mais ses lèvres restèrent immobiles. Ce soir-là, lors d'un rare dîner partagé avec Dorothy, Allison a soudainement demandé « Es-tu déjà descendu au sous-sol de cette maison ?»
Dorothy fronça les sourcils. Le sous-sol? Non. Ce ne sont que de vieux débarras et une cave à vin. Monsieur Mark garde la clé. Alors pourquoi le verrouiller si fort, insista Alice. Tu poses trop de questions, rétorqua Dorothy en claquant sa fourchette sur l'assiette. Tu te prends pour qui, une détective? Écoute, Allison, cette maison a ses propres règles. Si tu n'y arrives pas, pars. Personne ne t'en empêchera. Allison hocha la tête et haussa les épaules, mais intérieurement, sa détermination se renforçait. Elle devait savoir ce qui se cachait derrière. Cette nuit-là, un cauchemar la réveilla en sursaut. Elle vit Henri debout dans l'obscurité, répétant « le sous-sol, comme en transe. Le cœur battant, elle se redressa. La clé était peut-être dans la chambre de Monsieur Mark. Elle enfila un manteau et se glissa dans le manoir silencieux. Le vent sifflait par les fentes des fenêtres, tel un gémissement inquiétant. La chambre de Monsieur Mark se trouvait au bout du couloir. Collant son oreille contre la porte, elle ne trouva que le silence. Aucune lumière ne filtrait. Avec précaution, elle tourna la poignée. Elle entendit un clic. À l'intérieur, la pièce était d'une propreté irréprochable. Des étagères bordaient un mur, un coffre en métal trônait dans un coin. Elle fouilla les tiroirs du bureau jusqu'à trouver une petite boîte en bois remplie de clés. Trop nombreuses. Elle la fourra dans son manteau et s'éclipsa. De retour au rez-de-chaussée, elle traversa le couloir sombre en direction de la lourde porte en fer qu'elle avait remarquée plus tôt. Sous-sol, murmura-t-elle, comme si elle psalmodiait. Clé après clé, elle craqua, jusqu'à ce que la 13e claque. Elle inspira profondément et poussa la porte. Une vague humide de moisissure et de rouille la submergea. Un escalier en colimaçon en pierre s'enfonçait dans l'obscurité. Elle alluma sa lampe de poche et commença sa lente descente, chaque marche marquant un passage de la vérité à la folie. Au fond se trouvait une longue pièce au mur de béton. Une table en métal trônait en son centre, à côté d'un vieil ordinateur et d'une armoire remplie de dossiers médicaux. Des centaines de cassettes VHS étaient alignées sur les étagères le long des murs. L'ordinateur refusait de s'allumer. Allison fouilla dans les dossiers médicaux manuscrits, codes de médicaments, radiographie cérébrale et notes étranges, stade de la réponse myonique, vérifié 4 heures après la 7e injection. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit une cassette portant, en lettres majuscules, l'inscription « Essai d'Henri 1112 ». Dans un coin se trouvait une vieille télé avec un magnétoscope. Allison glissa la cassette et appuya sur lecture. Un grésillement siffla avant de montrer Henri attaché à une chaise en bois. Un homme masqué injecta quelque chose dans le poignet du garçon. Henri tressaillit, puis poussa un faible cri, « Non. Maman. » Allison se couvrit la bouche, les yeux écarquillés. La scène suivante força Henri à boire un liquide blanc. Il se débattit, pleura faiblement, puis s'immobilisa. L'écran devint noir sur son corps affaissé. Elle s'effondra sur le sol froid, tremblant violemment. Ce n'était pas un accident. C'était un empoisonnement délibéré. La bande continuait de tourner, prolongeant l'horreur comme un cauchemar éternel. Rassemblant son courage, Allison se leva en titubant et retourna au classeur. Une épaisse pile de pages détaillait des procédures énigmatiques, mais le nom d'Henri revenait sans cesse. Une ligne lui glaça le sang, numéro 4 a bien réagi au sommeil profond prolongé, dépassement du seuil de conscience. En dessous, des codes de médicaments intraçables, RM12, BLT, cellule K. Elle tourna une autre page, Henri candidat à un transfert de succession, évaluation de la réponse biologique. Des photographies décolorées montraient des scanners cérébraux et des implants d'électrodes datant de plusieurs années. Le cœur battant, Allison prenait des photos avec son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine toucher l'écran. Elle rangea le téléphone dans sa poche, puis entendit un craquement derrière elle. Allison se retourna. Dorothy se découpait dans l'escalier, ses petits yeux flamboyants de fureur, une main agrippée à sa canne en bois. « Mais qu'est-ce que tu fous là » hurla Dorothy. « Je. » commença Allison, puis elle redressa les épaules. « J'ai regardé la vidéo. Ils l'ont empoisonné. » Dorothy le fixa un long moment, puis laissa échapper un rire amer. « Tu crois avoir découvert un grand secret ? Il ne laisserait jamais vivre un cinglé comme toi si tu le savais vraiment. » Elle s'avança, sa canne résonnant sur le béton. « Tu es complice. Tu savais ce qui se passait et tu es resté silencieux. » Les larmes jaillirent des yeux d'Allison.
Je n'avais pas le choix. Je m'occupe d'Henri depuis qu'il est tout petit, aboya Dorothy. Ses parents, ce ne sont pas des gens ordinaires. Richard fait partie d'une structure de pouvoir que tu ne peux même pas imaginer. Et tu les laisses faire des expériences sur leur propre fils et sur d'autres enfants aussi. Allison recula contre la table en métal, essoufflée. Pourquoi les infirmières précédentes ont-elles disparu, demanda-t-elle. La voix de Dorothy se réduisit à un murmure, parce qu'il pensait pouvoir sauver quelqu'un. Le cœur d'Allison battait fort tandis qu'elle serrait la poche de son manteau où se trouvait la clé USB où son précieux clip, copié sur la cassette, était désormais son seul espoir. « Tu ne m'arrêteras pas » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Je vais rendre ça public. » Le rire sourd de Dorothy résonna dans le couloir sombre. « Non, tu ne vas nulle part. » D'un geste brusque de sa canne, la nounou s'avança. La panique envahit Allison. Elle saisit la lampe de bureau, les jointures blanches, et la lança de toutes ses forces. La lampe se brisa contre le mur dans un fracas assourdissant. Dorothy tituba, offrant à Allison le moment dont elle avait besoin. Montant l'escalier en trombe, Allison claqua la lourde porte du sous-sol derrière elle et la verrouilla de l'extérieur. Son pouce emballa tandis qu'elle courait dans le couloir, osant à peine respirer. Elle atteignit sa chambre, la ferma brusquement et tourna la serrure. D'un geste rapide, elle tira les rideaux de la fenêtre au son bouclier improvisé contre la caméra toujours aux aguets et sortit son téléphone. « S'il vous plaît, murmura-t-elle en cherchant du réseau. Pas de blocage. Elle activa les données mobiles, l'icône tournante semblait se moquer d'elle. Pas de réseau, jura-t-elle en éjectant puis en réinsérant la carte SIM avant de redémarrer. Rien ne changea. Le statut n'affichait plus que deux mots inquiétants, zone interdite. Il brouillait son signal depuis l'intérieur de la maison. Le désespoir la poussa vers la valise. Les mains tremblantes, elle exhuma une fois de plus la clé USB. Ce fragment de preuve était peut-être sa seule échappatoire, mais comment le récupérer? Un coulant et régulier résonna sur le sol de pierre devant sa porte une canne, qui résonnait de plus en plus près à chaque battement de cœur. Petite idiote, siffla la voix de Dorothy sous l'encadrement de la porte. Tu croyais vraiment pouvoir courir. Allison se colla contre le mur, le souffle court. Il fallait qu'elle bouge, tout de suite. Une heure plus tard, convoquée à la bibliothèque, elle trouva Monsieur Mark qui l'attendait avec deux hommes silencieux en costume noir. Sa voix était basse, glaciale et teintée de fureur. « Mademoiselle Allison, nous avons découvert que vous aviez pénétré sans autorisation au sous-sol. C'est une grave rupture de contrat. Votre licenciement est immédiat. » Allison soutint son regard avec assurance. « Je suis d'accord. Il est temps que je parte. Merci pour ton sang-froid. » Mark eut un sourire narquois. « Votre sang-froid est surprenant. » Il marqua une pause, comme s'il savourait son malaise. Mais elle était loin d'en avoir fini. Tournant les talons, elle sortit de la bibliothèque à grands pas, l'esprit en ébullition. En traversant le hall d'entrée, elle risqua un bref texto sur une lueur de Wi-Fi résiduelle du jardin. Alberto urgent. J'ai le clip. Besoin d'un endroit sûr. Retrouve-moi dans le Bronx. Ne le dis à personne. Dehors, le moteur de son taxi réservé tournait au ralenti. Elle jeta sa valise à l'arrière et se glissa derrière le volant, sans un regard en arrière. Il faut que j'aille le plus loin possible, murmura-t-elle d'une voix ténue au chauffeur qui le regardait dans le rétroviseur. Elle murmura sa destination, Bronx, Mount Haven, un endroit tranquille. La voiture a disparu dans la nuit, laissant le manoir et ses horreurs au loin derrière. Dans son minuscule appartement du Bronx, Allison découvrit que son téléphone était verrouillé à distance tous les messages, tous les emails effacés. Les doigts tremblants, elle brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Alerte, appareil chiffré. Accès administrateur requis. Ils ont aussi pris le contrôle de mes comptes, pensa-t-elle en s'enfonçant mollement dans son fauteuil. Elle trouva le bout de papier avec l'adresse de Lewis Reed, son seul allié, un vieil ami et informaticien talentueux. Serrant le numéro, elle se précipita vers la cabine téléphonique la plus proche. La ligne grésilla, puis une voix familière hélas répondit. « Mon Dieu, Allison, ça fait combien d'années? Je croyais que tu étais encore à l'institut. » On n'a pas le temps de s'expliquer, halta-t-elle. On me suit à la trace. J'ai des preuves vidéo, quelque chose d'énorme. Ils réduisent tout le monde au silence.
Où es-tu? Mon ancien appartement à Mount Haven, numéro 9, deuxième étage. N'ouvrez la porte à personne. J'ai besoin de vous dans 1 heure. Verrouillez votre ordinateur portable. Ne vous connectez pas à Internet. Il hésita, puis finit par dire « Donne-moi 1 heure. » J'arrive. Fidèle à leur code universitaire 3 coups, un long la sonnette retentit. Allison ouvrit la porte. Lewis Reed se tenait là, le visage émacié, les yeux cernés, un vieil ordinateur portable Alienware dans les bras. « On dirait que tu viens de t'évader de prison, » murmura-t-il. « Techniquement, oui, » répondit-elle. À l'intérieur, elle verrouilla tous les verrous et raconta son histoire, le manoir, Henry, la cassette, son licenciement, les comptes piratés. Lewis écouta, le visage grave. « Montre-moi la clé USB, dit-il doucement. Il la brancha sur un adaptateur personnalisé et appela une interface de commande. Cryptage de haut niveau, observa-t-il. On dirait un réseau de sécurité privée avec des protocoles personnalisés. Puis-je l'ouvrir? Allison hocha la tête et prépara du café. À son retour, Lewis était plongé dans l'ambiance. Je crée un environnement sandbox, a-t-il expliqué. Mais s'il contrôle votre téléphone à distance, il faut être prudent. Lewis, tu me crois, n'est-ce pas? Il la regarda dans les yeux, puis hocha la tête. 90 minutes plus tard, Lewis se redressa, le regard brillant. Il y a un fichier caché, suge3vid.exe. Si vous saisissez un mauvais mot de passe, tout sera effacé. Je peux l'exécuter sur une machine virtuelle pour que les données d'origine restent en sécurité. Il appuya sur Entrée. L'écran vacilla, une vidéo granuleuse commença. Allison halta tandis qu'Henry tremblait sur un lit. La voix de Richard l'exhortait au calme, la demande glaciale d'Isabelle pressait le petit garçon. Les sanglots terrifiés d'Henry, l'injection, chaque instant la marquaient. Elle se détourna, les larmes aux yeux. Lewis coupa la vidéo. « Ils sont fous », murmura-t-il. « C'est de la torture infantile. Nous avons des preuves criminelles. » Allison, dit-il, nous avons besoin de quelqu'un de puissant, un journaliste, un média majeur. Il parcourut ses contacts, Clara Evans, la journaliste qui avait démantelé un réseau de trafic d'enfants l'année dernière. Tu lui fais confiance, demanda Allison. Oui, mais on ne peut pas la contacter directement. Ils nous retrouveront. Lewis sortit sur le balcon et alluma une cigarette, dont la lueur brillait comme une flamme solitaire dans l'obscurité. Je vais télécharger la vidéo sur un serveur anonyme, promit-il. Tout ce qu'il me reste, c'est ça, répondit Allison, la voix rauque. Le lendemain matin, Lewis se glissa dans un café éloigné avec Wi-Fi public. Allison attendit, nerveuse. Moins d'1 heure plus tard, son téléphone sonna. De Lewis, Clara a le chargeur. Elle s'en chargera. Restez cachés. N'appelez pas la police tout de suite. Allison expira, ses épaules se détendant enfin. La longue nuit avait laissé place à une lueur d'espoir. Mais le soulagement fut de courte durée. Vers 11 heures, un bruit assourdissant fit trembler le plancher. Allison se précipita sur le balcon et jeta un coup d'œil en bas. Un élégant SUV noir garait son moteur au ralenti devant l'appartement. La porte s'ouvrit brusquement et Monsieur Marquand sortit, vêtu de noir de la tête aux pieds, ses lunettes de soleil noires dissimulant toute trace d'émotion. Il leva le menton et fixa sa fenêtre sans ciller. Allison recula, tirant le rideau, le cœur battant à tout rompre. Elle chercha son téléphone, mais l'écran était noir. Puis au toc, toc, toc aux 3 coups délibérés à la porte. La panique la submergea. Elle se précipita dans la cuisine, ouvrit un tiroir et en sortit un petit couteau, les doigts tremblants. On frappa à nouveau. « Mademoiselle Allison, je sais que vous êtes là », ronronna la voix de Monsieur Mark à travers la porte. « On devrait parler, juste parler. »« Sors d'ici », hurla-t-elle. « Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles. Ce chargeur ne va nulle part. » Son rire, bas et glaçant, transparaissait sous le cadre. « Tu crois que les médias vont s'en prendre à un conglomérat multinational? On l'a déjà envoyé. On ne peut pas l'arrêter. » Le silence s'éternisa. Puis il reprit la parole, à voix basse, « Votre ami Lewis Reed était au café de Monsieur Fred. Un camion a foncé droit sur la terrasse. Touché de plein fouet. Aucun survivant. » Les genoux d'Allison cédèrent.
Elle s'effondra au sol, les larmes aux yeux tandis que la pièce tournoyait. Non, non, sanglota-t-elle. Ne m'en veux pas. Il était parti. Mais Allison savait que ce n'était que le début. Elle se redressa brusquement et ouvrit son ordinateur portable. Les fichiers USB avaient disparu. La vidéo avait été supprimée. Son regard devint vide. Ce soir-là, elle fit ses bagages dans un silence d'urgence et quitta le Bronx. À l'arrêt de bus, serrant contre elle une feuille froissée où le dernier mot de Lewis, elle retraça l'adresse email de Clara Evans et le dernier gribouillage de Lewis. Allison, tu avais raison. C'est énorme. Ne t'arrête pas, Lewis. Elle arriva dans une maison mitoyenne lugubre, au 3e étage d'un immeuble à la peinture écaillée. Des taches d'eau marbraient les murs, et l'étroite fenêtre donnait sur une décharge improvisée. Margaret, la vieille propriétaire, comptait 2 semaines de loyer en liquide sans poser de questions. Payé d'avance, avait-elle dit. Ici, tout le monde se fiche de qui vous êtes. Ne sème pas le trouble. J'ai besoin de calme. Les cernes d'Allison trahissaient ses nuits blanches. Margaret marqua une pause, l'inquiétude vacillant dans ses yeux. Tu as été durement touché. Allison secoua la tête en murmurant, ils ont tué mon ami à cause d'une vidéo. Margaret se signa dans un souffle. Le lendemain, Allison dormit 10 heures d'affilée. Dans ses rêves, Lewis était assis à côté d'elle et murmurait, je l'ai déverrouillé, mais ils m'ont déverrouillé aussi. Elle se réveilla en sueur, un message griffonné dans la poussière sur la vitre, tu pensais t'être échappé. Elle se redressa brusquement, tira les rideaux et verrouilla la fenêtre. Le lendemain matin, elle se rendit dans une imprimerie à 3 pâtés de maison, armée des derniers documents papier de Lewis. À l'intérieur, le commis James lui montra l'unique ordinateur. Tandis qu'elle parcourait les pages, elle sentit des regards lui brûler le dos. 2 hommes en survêtement noir flânaient près de la porte, les observant. Allison, murmura-t-elle, la sortie arrière est libre? Il désigna une porte donnant sur une ruelle. Elle ramassa ses papiers, sortit la clé USB et sortit discrètement. Des pas résonnèrent derrière elle, mais elle disparut dans la foule. Plus tard, dans un café, elle essaya d'envoyer un email à Clara Evans. Compte suspendu. Un autre. Désactivé. Un 3e. Désactivé. Hors de question, marmonna-t-elle en rangeant la clé USB au fond de son manteau. Elle retourna dans la rue. Ce soir-là, à son retour, elle trouva sa porte déverrouillée. Son sang se glaça. À l'intérieur, la petite pièce semblait intacte, jusqu'au bureau. Le disque dur externe de Lewis avait disparu. Non. Murmura-t-elle en se tournant vers le placard. Les papiers étaient éparpillés. Ils étaient passés par là, et ils savaient exactement quoi emporter. Elle s'effondra, silencieusement dévastée. 3 jours passèrent dans une quasi-hystérie. Chaque pas faisait battre son cœur à tout rompre, chaque voiture qui ralentissait faisait trembler ses mains. Elle se nourrissait de café et d'eau, les yeux cernés. Une nuit, un léger coup frappé, 3 coups, puis le silence. Serrant son couteau, elle regarda par le Judas. Personne. En se retournant, elle aperçut une petite enveloppe sous la porte. À l'intérieur, une photo d'elle endormie dans ce même lit, prise d'en haut. Pas de mots. Pas de nom. Le lendemain matin, Allison sirotait un café froid dans un petit café. Un vieil homme l'observait, le regard lourd de souvenirs. Tu ressembles à ma petite fille avant sa disparition, croassa-t-il. Elle sursauta. Elle avait 13 ans, disparue sans laisser de traces. Je m'appelle Allison, dit-elle d'une voix tremblante. Si je te disais quelque chose de terrible, pourrais-tu le garder secret? Il afficha un sourire las. J'ai gardé mes secrets pendant 60 ans. Essayez-moi. Elle lui raconta chaque détail. Il ne sourcilla pas. Lorsqu'elle parla d'Henry, son visage s'adoucit. Ce garçon, est-il encore en vie? Allison, ne me quitte pas, murmura-t-elle, se remémorant un rêve où la voix d'Henry l'appelait. Il hocha la tête. Les enfants qui souffrent se tendent la main dans l'obscurité. C'était peut-être un rêve, ou peut-être une vocation. Cette nuit-là, elle rêva que la pluie fouettait sa vitre. Une petite silhouette se tenait dehors, trempée et tremblante. « Henry, aide-moi » murmura-t-il. Elle se réveilla, le cœur battant. Elle traversa le couloir à toute vitesse jusqu'à la porte d'entrée.
La pluie lui éclaboussa le visage, mais elle se figea sur le seuil, une paire de minuscules chaussures, froides et trempées, se dressait comme une supplication silencieuse. Une rafale de vent passa. Des pas murmurèrent dans la ruelle. « Henri !» s'écria-t-elle en glissant sur les marches mouillées et en se précipitant dehors. L'allée était noire et vide, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive, grelottant sous un auvent délabré. Son visage était pâle, ses lèvres bleues, mais son regard croisa le sien, vif et terrifié. « Mademoiselle Allison !» balbutia Théil, je me suis enfuie. Elle le serra dans ses bras, sentant sa fragilité comme une âme fragile dans sa main. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle. « Je te tiens. » De retour à la maison d'hébergement, elle claqua la porte, tira tous les rideaux et alluma le radiateur. 3 couvertures, une bouillotte, du lait chaud, elle s'occupa de lui comme une mère. « Quelqu'un t'a suivi » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas » frissonna Théil. « Je les ai entendus dire, cette fille n'a toujours pas été réduite au silence. Il te recherche. »« Je sais » murmura-t-elle en repoussant ses cheveux humides en arrière. Il lui serra la main. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» Des larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai cru t'avoir perdu. » Il frissonna. Chaque fois qu'il me faisait une injection, je les entendais. Je me souviens de la voix de ma mère, le plan se terminera une fois que le cerveau aura atteint l'équilibre. Puis ils m'ont emmené au sous-sol. Il y avait d'autres enfants. Allison resserra son étreinte. « Tu les as vus ?»« Pas clairement, » murmura-t-il, mais j'ai entendu leurs cris. Le lendemain matin, elle l'emmena dans une clinique sous le nom d'Emily Parker. L'examen du docteur Lucy Franklin révéla d'anciennes cicatrices d'injection et des traces de neurocapteurs au niveau de sa nuque, preuve d'expérience illégale. « Je peux fournir un rapport neutre », proposa le docteur Franklin. Allison hocha la tête en larmes. De retour dans la chambre, Allison alluma le dernier ordinateur portable de Lewis. Henri s'assit à côté d'elle, alerte. « Tu as encore des vidéos ?» demanda-t-il. « Je l'ai fait, mais ils ont tout détruit. J'essaie d'envoyer ce qui reste à Clara Evans. » Il hocha la tête. « Tu te souviens de la chanson que tu fredonnais, chut, petit bébé ?» Elle se figea. « Oui. » Il sourit faiblement. « Chaque fois que tu la chantais, je me sentais éveillé. Comme si tu me sortais des ténèbres. » Elle se mit à chanter, la voix tremblante. « Tais-toi maintenant, ne pleure pas. » Les yeux d'Henri se fermèrent, non pas par épuisement mais par paix. Avant l'aube, son téléphone vibra. Un numéro inconnu, on a vu le garçon. Donnez-le-nous. Ne gâchez pas tout ça. Son sang se glaça. Elle composa le numéro d'urgence que Lewis avait laissé à Clara Evans. Après 3 sonneries, une voix de femme répondit, « Clara, ici. »« Allison » murmura-t-elle. « J'ai le garçon. Il se souvient de tout ce dont il peut témoigner. » Le ton de Clara s'édurcit. « Ne dis rien d'autre. Conduis-le à l'église Saint-Pierre de Salem. Le père Michael est là. Mon équipe viendra te chercher. Ne laisse personne te suivre. » Allison griffonna l'adresse. « Merci. »« Non, merci, survivons. » À l'aube, elle rangea dans son sac à dos les dossiers médicaux d'Henri, de vieilles photos et les dernières notes de Lewis. Henri enfila des vêtements empruntés. Margaret apparut à la porte, l'inquiétude lisant son visage. « Tu pars ?» demanda-t-elle doucement. Allison, prévint Margaret, 2 hommes sont venus te demander de tes nouvelles hier, habillés de manière trop élégante. Allison se figea, puis serra la main de Margaret. « Merci de ne pas nous avoir dénoncés. » Margaret expira. « Tu seras peut-être le premier à riposter. » Allison parvint à esquisser un léger sourire, la main d'Henri dans la sienne. Cette fois, la vérité ne s'éteindra pas en silence. Ils montèrent à bord du premier train pour Salem. À l'horizon, l'espoir brillait. Une vieille cachette aux abords de Salem, une maison isolée au cœur d'une pinède sauvage les attendait. Sous un cactus fané, près de la porte, la clé attendait. Allison conduisit Henri à l'intérieur. La porte grinça, soulevant des décennies de poussière rance. « On reste ici ?» demanda Henri d'une voix faible. « Pour un moment » répondit-elle en refermant la porte derrière eux. « Cet endroit est plus sûr que la ville. Ils ne nous trouveront pas, pas si nous ne laissons aucune trace. » Ils commencèrent à nettoyer,
allumèrent un feu et étendirent le vieux matelas. Allison vérifia chaque fenêtre, chaque aération, même le toit. Leur première nuit dans cette maison creuse se passa dans un silence pesant, mais elle semblait plus légère, bien moins étouffante que la peur constante d'être traquée dans le Bronx. Tôt le lendemain matin, Allison alluma son ordinateur portable. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait pas appelé Clara. Elle ouvrit son compte de messagerie sécurisé, toujours actif, et trouva un nouveau message. Mon équipe d'enquête rassemble les documents. La vidéo supprimée n'a plus d'importance. Les preuves médicales et le témoignage du garçon suffisent à ouvrir une enquête officielle. Il est crucial que nous ayons un enregistrement vidéo de la déclaration d'Henry. Votre présence doit être mentionnée pour vérifier l'identité et le lien de parenté. Envoyez-la au plus vite. Clara. Allison le lut et le relut, le cœur battant. Elle se tourna vers Henry. Es-tu prêt à parler, à tout raconter pour que les gens sachent ce qui t'est arrivé? Le garçon baissa la tête. Si ça doit sauver d'autres enfants, je le ferai. Ils commencèrent l'enregistrement là, dans la petite pièce sombre. Allison s'assit à côté d'Henry tandis que la caméra les capturait tous les deux. Comment t'appelles-tu? Demanda-t-elle en stabilisant sa voix. Henry Owens. Quel âge as-tu? Né le 18 septembre. Allison marqua une pause. Tu te souviens de ce qui s'est passé avant les injections? Henry déglutit difficilement, puis hocha la tête. Ils m'ont emmené dans une pièce froide. Mon père se tenait à côté de ma mère, il m'a dit de rester silencieux pour la sécurité de tous. Ma mère m'a dit que si je me tenais bien, je dormirais un peu. Mais quand j'ai vu la seringue, j'ai compris qu'il faisait quelque chose de mal. Tu les as entendus dire quelque chose? Il leva les yeux, effrayé mais déterminé. Ils ont parlé d'héritage, d'actions bancaires et d'un projet appelé le projet Brouillard. Allison se figea. Tu es sûr de ce nom? Je m'en souviens parfaitement, dit-il en se rapprochant. Parce que ma mère a dit, Henry est le premier essai réussi du projet Brouillard. Allison arrêta l'enregistrement, les mains tremblantes. Ça va? Demanda Henry. Elle ravala sa peur. Je suis prête à continuer. Ils ont rallumé la caméra. Pendant près d'une demi-heure, Henry a raconté les détails poignants avec une voix d'enfant, chaque révélation forçant Allison à se mordre la lèvre jusqu'au sang pour ne pas s'effondrer. Une fois la vidéo enfin enregistrée, elle s'est connectée à un point d'accès temporaire sur un appareil secondaire et l'a envoyé au serveur sécurisé de Clara. Téléchargé au 100%, murmura-t-elle en expirant de soulagement. Se tournant vers Henry, elle sourit à travers ses larmes. C'est fait, mon chéri. Tu as été formidable. Son regard s'adoucit. Tu sais quoi? Tu es le seul à être resté. Je ne te quitterai jamais. Une minute de silence paisible s'écoula, puis un klaxon retentit au loin. Ils sursautèrent tous les deux. Allison se précipita à la fenêtre, ouvrit le rideau et jeta un coup d'œil sur le chemin de terre. Un élégant SUV noir déboucha dans la clairière. Non, pas aussi vite, murmura-t-elle. Henry lui serra la main, effrayé. C'est eux, murmura-t-il. Allison le tira en arrière tandis que la portière du SUV s'ouvrait. Une silhouette familière en sortit, Monsieur Mark, toujours vêtu de noir, les yeux cachés par des lunettes de soleil foncé, son téléphone à la main, comme s'il appelait un centre de commandement secret. Il leva les yeux et, sans hésiter, fixa la vitre où se tenait Allison. Nous avons été suivis, murmura Allison. Je ne veux pas y retourner, s'écria Henry. Je ne veux pas qu'il me fasse une nouvelle piqûre. Elle le serra fort contre elle. Plus personne ne te touchera, jamais. Elle passa la main sous la chaise et attrapa son sac de secours, une clé USB de secours, de faux passeports, quelques centaines de dollars roulés dans des chaussettes et un téléphone crypté. Un coup sec, 3 coups rapides, puis un long, le rythme exact que Mark avait utilisé dans le Bronx. Mademoiselle Allison, dit-il d'une voix calme à travers la porte en bois, aussi ferme que celle d'un présentateur de journal télévisé. Vous avez fait du chemin, mais pas assez. Allison ne dit rien. Nous avons reçu des ordres d'en haut. Le jeune Henry doit subir un examen médical. Sa détention est qualifiée d'enlèvement. Allison a crié, tu appelles ça un médicament? J'ai des preuves, je les ai déjà envoyées. Silence, puis la voix de Mark s'adoucit en une berceuse. Alors tu as signé ton arrêt de mort. Henry gémit. Mademoiselle Allison, ils ne s'arrêteront pas.
Allison fit signe au silence et l'entraîna vers le coin de la cuisine. Elle tapa un dernier message à Clara. Ils sont là. Un SUV noir. Une maison abandonnée près de Salem. On est prêt. Elle se tourna vers Henry et posa une main sur son épaule. Écoute bien, s'il défonce cette porte, tu sors par derrière. Il y a une sortie latérale près de la cuisine. Je les retiendrai, non, tu viens avec moi. Je te promets de ne pas te quitter, mais si le pire arrive, tu dois survivre. Tu dois le dire à tout le monde. Les coups à la porte redoublèrent. Henry s'écria, Mademoiselle Allison. Elle le serra fort dans ses bras et murmura, merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'être revenu. Dehors, Monsieur Mark lança un dernier avertissement. Ouvrez la porte, ou nous entrons. Allison ferma les yeux et murmura une prière, s'il te plaît, ne sois pas en retard, Clara. La porte s'ouvrit brutalement dans un fracas assourdissant, un vent froid et de la poussière s'engouffrèrent à l'intérieur. Monsieur Mark entra, flanqué de deux inconnus en costume noir, leurs écouteurs brillants, le regard vide d'émotion. Allison protégeait Henry derrière elle, l'autre main agrippant le couteau de cuisine caché dans son dos. Restez là, ordonna Monsieur Mark en entrant au centre de la pièce. Allison a crié, j'ai envoyé la preuve, Clara Evans a le témoignage complet d'Henry. Mark pencha la tête comme s'il écoutait un murmure invisible dans son oreillette. Puis il esquissa un sourire narquois. Clara peut bien le diffuser sur toutes les chaînes d'information du pays, dit-il, mais si ce garçon disparaît, tout cela deviendra du oui-dire. Tu crois que le monde est juste? Tu ne le toucheras plus jamais, hurla Allison. Mark leva la main et les deux hommes se jetèrent sur lui. Henry hurla tandis qu'Allison frappait le bras du premier agresseur, il hurla et recula en titubant. Le second homme la saisit par l'épaule et la tira en arrière. Cours, Henry, cours, cria Allison en se débattant violemment. Le garçon se précipita vers la porte de derrière. Le garde restant le poursuivit. Monsieur Mark a calmement pris son téléphone. Déployait des drones et des barrages routiers le long de la limite ouest des arbres. Alors que le garde se retournait pour suivre Henry, Allison lui arracha le couteau des mains et le poignarda profondément à l'épaule. Il hurla et la relâcha. Elle se libéra, attrapa le sac à dos et courut vers la sortie arrière. Ils ne prendront pas ce garçon, jamais. Allison fonçait à travers les bois derrière la maison, les branches fouettant son visage, ses pieds martelant les rochers et les racines. Des pas lourds résonnèrent derrière elle, un bourdonnement siffla au ras du sol. Au loin, elle entendit la voix d'Henry. Mademoiselle Allison. Je suis là, restez discrète. Je suis là, hurla-t-elle en retour. À terre, ils ont des drones. Elle vira à gauche, puis à droite, son cœur battant si fort qu'il couvrait le monde, jusqu'à ce qu'elle repère enfin Henry blotti sous un arbre tombé, les yeux écarquillés de terreur. Ça va, murmura-t-elle. Il hocha la tête, la voix tremblante, je vais bien, mais là. Elle le releva. Il faut qu'on sorte de cette forêt. On doit rejoindre la gare de Salem. Quelqu'un nous attend là-bas. Tu connais le chemin. J'ai vécu ici 3 ans. Je me souviens de chaque route. Plus de 2 heures plus tard, ils arrivèrent dans un quartier résidentiel calme, à moins de 2 kilomètres de la gare de Salem. Allison conduisit Henry dans un bar miteux appelé le Rusty encore, où elle avait travaillé à temps partiel à l'université. À l'intérieur, les lumières jaunies clignotaient au-dessus de tabourets en bois grinçant, et une odeur de bière renversée flottait dans l'air. Derrière le bar, un homme barbu essuyait un verre. Carl, appela Allison. Il leva les yeux, plissant les yeux. Dieu Tout-Puissant, murmura-t-il. C'est moi. J'ai besoin d'aide, tout de suite. Le regard de Carl se posa sur Henry, son expression devint grave. Tu as des ennuis. Pas seulement des ennuis, mais la vie et la mort. Sa vie. La mienne. Peut-être celle des autres. Carl hocha la tête. Va par la cave. Je vais fermer la porte d'entrée. Dans la pénombre du sous-sol, Allison lui raconta tout. Henry murmura ce dont il se souvenait, Carl ne l'interrompit pas une seule fois. On dirait de la science-fiction, dit-il enfin, mais je te crois. Il faut qu'on aille à l'église Saint-Pierre. Clara a prévu que quelqu'un nous rejoigne. Tu as une voiture? Une vieille camionnette diesel, sans GPS. Parfait. Carl les conduisit jusqu'à la camionnette garée dans une ruelle.
Alors qu'ils montaient à bord, Henry demanda, « Mademoiselle Allison, si nous survivons, pourrais-je vivre comme un enfant normal ?» Elle sourit, malgré son inquiétude. « Je te le promets, personne ne te fera plus jamais de mal. Tu es fort, Henry, ne l'oublie jamais. » Il lui serra la main. « Tu te souviens de « Chut, petit bébé ». La mélodie fit monter les larmes aux yeux d'Allison. Elle commença doucement, « Chut, petit bébé, ne dis pas un mot. » Henry ferma les yeux, ses lèvres s'agitant silencieusement avec elle. Carl jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Ta voix est toujours aussi douce qu'à l'époque où tu travaillais ici. » Allison rit, pour la première fois depuis des jours. À l'église Saint-Pierre, le père Michael, un homme d'âge mûr en soutane noire, calme et au regard perçant, les attendait. « On nous avait prévenu de votre venue, dit-il en prenant le sac à dos. Clara attend la confirmation, expliqua Allison. Henry sera placé sous le régime de la loi sur la protection des témoins mineurs, et moi sous le régime du registre de protection des témoins personnels. Mais Clara vous demande de bien réfléchir, si vous témoignez, la paix ne reviendra jamais. » Allison regarda Henry, il était assis sur les marches, touchant le crucifix en bois autour de son cou. Personne ne mérite la paix tant que des enfants sont encore utilisés comme sujet d'expérience, a déclaré le père Michael. Alors, commençons. 3 jours plus tard, Clara Evans se tenait devant la caméra d'une chaîne d'information nationale, le regard féroce et résolu. Aujourd'hui, nous révélons des vérités bouleversantes dans l'affaire Henry Owens, fils de Richard Owens et d'Isabel Walsh. Notre enquête révèle que l'enfant a été empoisonné et détenu illégalement dans le cadre du projet secret, FOG, torture d'enfants, expérimentation de drogue non autorisée et complot d'héritage. Derrière moi, Henry Owens lui-même, vivant et prêt à tout dire. Allison se tenait dans les coulisses, tenant la main d'Henry. « Tu es prêt ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Je vais parler. » Un tonnerre d'applaudissements suivit son témoignage. En coulisses, Clara les rejoignit. « Vous avez fait ce que personne d'autre n'osait, » dit-elle en prenant la main d'Allison. « Et maintenant ?» demanda Allison. « Maintenant, c'est à leur tour de payer. » 24 heures après la diffusion de l'émission spéciale, au siège de la police nationale de New York, 2 véhicules blindés ont bloqué l'allée de la résidence Owens. Monsieur Mark, en pyjama, a ouvert la porte calmement tandis qu'un agent à l'œil vif présentait un mandat de perquisition et d'arrêt. Mark Stevens, vous faites l'objet d'une enquête pour détention illégale d'enfants, abus, destruction de preuves et obstruction à la justice, a déclaré l'officier en brandissant le mandat scellé. Le masque calme de Mark s'est fissuré pour la première fois. Cette nuit-là, les écrans de la télévision nationale ont projeté, en boucle, les images de Richard Owens menotté, escorté hors d'un hôtel de Miami. Pendant ce temps, Isabel Walsh était appréhendée à l'aéroport, alors qu'elle tentait de s'enfuir vers le Canada. Dans le sous-sol de cette même maison, des documents glaçants révélaient l'existence d'au moins 2 autres enfants portés disparus. On y découvrait des lits métalliques verrouillés, d'étranges dispositifs médicaux et des échantillons de sang dont l'ADN ne correspondait pas à celui d'Henry. Assise dans une salle réservée aux témoins, Allison regardait les informations aux côtés d'Henry. Elle posa doucement sa main sur la sienne et murmura, « Tu vois, la vérité peut avancer lentement, mais elle finit toujours par jaillir. » Les yeux d'Henry s'illuminèrent d'espoir. « Tu crois qu'ils iront vraiment en prison ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Allison le serra un peu plus fort. « Ils seront tous traduits en justice, cette fois non plus en tant que victimes, mais comme responsables. » 2 jours plus tard, son téléphone vibra. C'était Clara, qui lui annonçait, « Bonne nouvelle, la chaîne nationale veut organiser une conférence de presse. Toi et Henry serez les invités d'honneur. » Clara insista, « Tu es celle qui n'a jamais reculé. Tu es le symbole de la vérité, le signal d'alarme dont tout le système avait besoin. » Ce soir-là, dans le grand studio de CNN, des centaines de journalistes, d'avocats, de médecins et de défenseurs de l'enfance emplissaient la salle d'un silence solennel. Clara Evans monta à la tribune et déclara, « Nous ne dévoilons pas qu'un cas isolé, nous prouvons que le courage d'une seule personne peut changer le destin d'un enfant. » Sous un tonnerre d'applaudissements, Allison et Henry se levèrent, illuminés par les projecteurs braqués sur le premier rang. Clara reprit, « Accueillez, s'il vous plaît, Allison Reed. » La voix d'Allison trembla lorsqu'elle s'adressa à l'Assemblée, « Il y a quelques mois, j'étais une aide-soignante sans emploi. J'ai accepté un poste sans imaginer que j'allais plonger dans un véritable cauchemar. Mais, au plus profond de moi, une lumière est née, il s'appelle Henry. » Elle se tourna vers lui et,
la main dans la sienne, ajouta, « Cet enfant m'a rappelé, par son regard et sa résilience, que l'âme humaine peut briller dans l'obscurité. Jamais il n'a renoncé, même prisonnier de son propre corps. » Allison laissa flotter quelques secondes de silence avant de conclure, la voix chargée d'émotion, « S'il y a une chose que je veux que le monde retienne, c'est ceci, aucun enfant ne doit être instrumentalisé. Personne n'a le droit de décider du sort d'un enfant, pas même ses parents. » La salle explosa d'applaudissements. Dans un mouvement inattendu, Henry lâcha la main d'Allison et s'avança vers le micro, « Merci, Allison, de ne jamais m'avoir abandonné. » Ce moment, empreint de pure sincérité, fut immortalisé par les caméras et affiché à la une de tous les journaux sous le titre « L'étreinte qui a fait pleurer une nation ». Plus tard, en coulisses, Clara leur parla d'une organisation internationale prête à prendre Henry en charge, « Nous pourrions l'envoyer à Burlington, dans le Vermont, où il bénéficierait d'une thérapie de réadaptation et d'une protection intégrale. » Allison répondit, déterminé, pourvu qu'il puisse vivre comme un enfant ordinaire. Clara esquissa un sourire et confia, « Toi et lui aurez une nouvelle vie, une nouvelle identité. Mais je sens que votre combat ne s'arrêtera pas là. » Allison, les yeux brillants, murmura, « Non. Je retrouverai les autres Henry, ces enfants qu'on n'a jamais bercés. » 3 mois plus tard, Allison se tenait devant une salle d'étudiants infirmiers. Sur son bureau, un vieux carnet portait encore les notes d'Henry. Chaque matin, elle recevait de lui un message depuis le centre de traumatologie pédiatrique de Madison. Celui du jour proclamait: « Mademoiselle Allison, hier j'ai appris à jouer Hush, Little Baby à la guitare. Je veux la chanter pour tous les enfants qui n'ont jamais connu de berceuse. » Avec un léger sourire, Allison monta sur le podium et déclara: « Derrière les ombres les plus sombres, la lumière triomphe toujours. » L'histoire d'Allison et Henry nous enseigne que la vérité, même enfouie, finit toujours par refaire surface, et que le courage, la compassion et la détermination peuvent défier les forces les plus obscures. Tant qu'un seul cœur refuse de se taire, l'espoir ne s'éteindra jamais, et la justice, même tardive, est une flamme capable d'illuminer la nuit la plus épaisse.